donc on a le temps d'introduire ce sujet donc avant d'aller à la pause. Il y a d'une part cette mise en garde ferme et sévère qui a été lancée par le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, lors d'une interview chez nos confrères de Jeune Afrique, interview au cours de laquelle il a dit ceci: les militaires qui assurent les transitions ne doivent pas se présenter aux élections. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a ce mini-sommet organisé à Abuja par le nouveau président en exercice donc, de la CEDEAO, le Nigérian Bola Tinubu, mini-sommet auquel le Béninois Patrice Talon, le Bissau-Guinéen Umaru Sissako Ambalo et le Nigérien Mohamed Bazoum ont participé pour réfléchir sur les contours de la future force de la CEDEAO, la force anti-terroriste et anti-push. Oui, d'abord la sortie du président de la Commission de l'Union africaine, on se pose la question justement pourquoi une telle mise en garde. Une telle mise en garde. Est-ce que, comme certains le redoutent, il y a des velléités chez certains présidents militaires, notamment en Guinée, au Mali, et au Burkina, mais aussi au Tchad, qui ont des velléités justement de se présenter aux prochaines élections présidentielles dans leur pays. En tout cas, c'est une mise en garde qui ne peut pas être qui ne peut pas passer inaperçu. Mais aussi elle repose forcément sur des informations sur de telles velléités, parce que vous le savez, au Mali, c'est là se susurre, ça se murmure, il y a des interprétations par rapport à la nouvelle constitution qui permettrait qu'il y ait, on le sait aussi, il y a une possible candidature d'Assimi Goïta. Voilà, d'Assimi Goïta. On le sait aussi, en Guinée, il y a forcément des gens qui portent... Non, mais c'est très clair, pour Assimi Goïta, le boulevard est ouvert. En tout cas, si on se réfère à la constitution, il a la possibilité de se présenter. Oui, bien sûr. Même en Guinée, la question se pose, parce qu'on a demandé ici à un membre du CNT la disposition de la charte de la transition interdisant aux autorités donc de pouvoir candidater aux prochaines élections. Est-ce que une telle disposition va figurer dans la nouvelle constitution? On n'en a pas reçu la garantie. L'invité nous a dit qu'on s'en remettra à la parole donnée, et on sait que la parole donnée, bien évidemment, elle se volatilise au gré justement des ambitions personnelles. Donc aujourd'hui, cette alerte, elle ne peut pas passer inaperçue. C'est une mise en garde importante, et je pense que tous ces dirigeants qui ont fait des coups d'État pour tantôt une refondation, tantôt remettre le pays dans des normes sécuritaires et démocratiques devraient être très mal inspirés s'ils devaient en tout cas tenter d'être candidats aux prochaines élections. Cela constituerait encore bien évidemment un recul de plus, parce que les militaires faisant en sorte qu'ils restent dans les garnisons. Une transition, ça suffit pour montrer ce qu'on peut faire pour son pays, et après on peut bien partir. On peut passer la main. On va rester là-dessus dans la seconde partie de cette émission avec tous nos chroniqueurs pour continuer donc d'évoquer cette mise en garde sévère brandie par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et ce mini-sommet organisé par le président en exercice de la CEDEAO, le Nigérian Bola Tinubu. C'était hier du côté d'Abuja. On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Notre dossier d'enquête aussi à venir, consacré à l'impact de la guerre russo-ukrainienne sur le fonctionnement de la première usine d'alumine en terre africaine de Guinée. Et ce sera avec le duo Basekou Ibrahima Soli Consuma. On revient dans quelques minutes. Quel enseignement peut-on tirer ou quelle analyse peut-on faire de cette sortie de Mahama Faki d'un côté, et de l'autre côté de ce mini-sommet qui a été organisé hier à Abuja à l'initiative du nouveau président en exercice de la CEDEAO? Ce que je retiens de la sortie de Mahamat Fati, c'est tout simplement un rappel de principe, un rappel de serment, des promesses que ces chefs militaires ont pris à l'occasion de leur prise de pouvoir. Pour moi, ça ne reste que ça, ce rappel de principe, et ça ne se résumera qu'à cela. Et je pense que de ce point de vue-là, Mahamat Fati fait son travail. Il ne peut pas aller au-delà, parce qu'il ne peut pas envoyer une force d'intervention dans ces trois pays-là au moment venu où l'un de ces trois chefs militaires violerait leur engagement de ne pas se présenter aux élections. Mais il aura tout de même eu le mérite
Les 4. Ouais, les 4. Il y a le Tchadien. Le Tchadien. Idriss Mahamat. Oh, à l'échelle du continent, alors. Donc, à l'échelle du continent. Donc, les 4. Je ne parle même pas du 4e parce que ce n'est même pas évident, je crois. Si, il y a un référendum constitutionnel là, au Tchad au mois de décembre. Et je veux dire, ce n'est pas évident qu'il quitte, quoi. Mais bien sûr. Voyez-vous, je veux dire, c'est pas évident qu'il quitte. Le premier test pour en tout cas ces pays en transition, c'est bien entendu, on le verra au Mali au mois de février où une élection présidentielle doit se tenir. Il y a toujours ce que j'ai dit ici, je rappelle, la traditionnelle notice de prise de pouvoir, la traditionnelle notice de prise de charge institutionnelle et politique. Quand ils viennent, ils sont de bonne intention, de bonne foi. Et quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont présentés, comme je le disais hier, comme des chevaliers blancs qui veulent renverser la table, qui sont des saints, qui veulent rompre avec le passé. Et surtout qui s'engagent à ne pas se présenter à des élections. Mais comme vous le voyez, Goïta au Mali, qui se présente maintenant comme l'homme providentiel, celui qui, s'il n'est pas au pouvoir, le Mali ne connaîtra pas la paix. Le Mali sombrerait. On a travaillé à chasser certains partenaires au plan multilatéral. On a renvoyé la MINUSMA. Au plan multilatéral et bilatéral, donc la France et le MINUSMA, donc l'ONU dehors. Au Burkina, le jeune Ibrahim aussi est présenté comme l'homme providentiel. Bien entendu. De la même façon, donc ça donne une sorte de tentation à violer justement, si vous voulez, les serments de prise de pouvoir. Serments de prise de pouvoir. Mais voyez-vous, ces déclarations, ces mises en garde, au-delà du principe, pour moi, le mieux et ce qui compte au-delà de tout, c'est justement la volonté de ces peuples-là, chacun en ce qui lui concerne, de prendre son destin en main ou de rester un peuple apathique quand viendra le moment où ils respecteront ou pas leur engagement. Voyez-vous, sur le continent, il y a beaucoup de peuples comme cela qui sont tous apathiques, qui restent des peuples zombies. Zombies, merci. Zombifiés même. Voilà. Alors donc, je pense qu'on doit arriver, on ne doit pas arriver, c'est plutôt ce que je voulais dire, à un stade où les peuples se disent on n'a rien à perdre. On se résigne. Quand le peuple n'a rien à perdre, eh bien, il devient furieux, on ne peut plus l'arrêter. Et j'estime que ces trois-là penseront tout simplement à ces moments-là, qu'à ces rappels de principe, parce qu'au-delà de ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pourront faire au moment venu. Bien. Tinubu. Tinubu, de toute évidence, il veut passer de la parole à l'acte. Comme je le disais hier, comme je le dis pour les militaires, c'est la même chose pour Tinubu. C'est la tradition, c'est la posologie du pouvoir. Il vient de prendre 2 charges très importante, président du Nigeria, le très grand Nigeria, président en exercice de la CEDEAO. Il ne peut que faire dans cette voie pour un début. Dans cette profession de foi. Que dans cette profession de foi pour un début. Parce que c'est cela, la tradition. Afficher des muscles, bander les muscles, les discours caustiques. Maintenant, est-ce qu'il gardera cette énergie encore pour 3 à 6 mois? J'ai envie de regarder la suite, la logique. Est-ce qu'il pourra se donner les moyens d'appliquer des sanctions ou de mettre en place cette force-là? J'ai envie de voir tout ça à l'avenir. Est-ce que c'est pour cela d'ailleurs qu'on a tordu le cou au protocole de la présidente tournante qui voudrait que ce soit un francophone qui prenne justement les rênes de la présidence en exercice, qu'on lui donne le pouvoir parce qu'on pense qu'il peut se donner tous les moyens pour exercer le maximum de pression sur ces 3 colonels. La question reste évidemment posée. Yaraï, on voit bien que Tinubu, apparemment, j'ai envie de dire, n'est pas en train de mégoter. Ça me fait rire. Oui, ça c'est vous qui le dites parce que moi je vois ces discours comme étant des discours diplomatiques. Pas du vent quand même. C'est diplomatique, il faut leur concéder cela puisque c'est devenu une tradition quand un président prend la tête d'une institution, il faut aller dans des discours va-t-en-guerre, mais après derrière nous connaissons le mode opératoire, c'est pour aller derrière contacter des présidents pour justement changer de paradigme. Oui, changer de paradigme. Donc vous pensez que ces déclarations c'est du vent? Comme ce serait le cas actuellement en Guinée, nous savons justement ce qui se passe dans les coulisses. J'ai des informations que le président Patrice Talon, également le président Bola Ahmed Tinubu,
aurait parlé au président Mamadi Doumbouya par rapport à ce discours qui s'est tenu? Je pense que c'est purement diplomatique. Ils peuvent tenir ces discours-là à la face du monde. Mais après, la question qu'il faille se poser, c'est pourquoi la récurrence des coups d'État dans la sous-région. Pour moi, c'est la question essentielle à se poser. Il faut se poser la bonne question. Et il faut toucher du doigt à la plaie. C'est pas s'il y a des coups d'État, c'est un secret de polichinelle dans la sous-région, dans la région ouest africaine. C'est parce qu'en fait, quelque part, il y a des présidents dans les rangs même de cette institution de la CEDEAO, de l'Union africaine, qui changent de veste, qui retournent la veste, qui veulent s'éterniser au pouvoir. Ce sont dans leur rang, il y a des dictateurs, mais ils ne s'adressent pas à ces gens-là parce que ce sont des présidents qui sont dans ces institutions. Donc, il faut couvrir ces présidents qui ont à cœur de briguer des troisièmes mandats ou de rester permanemment au pouvoir. Écoutez, si vous voulez résoudre la question des coups d'État dans la région ouest africaine, il faut justement mettre au centre des discussions ce côté aussi oui, mais écoutez, même si c'est un point à discussion, mais on ne les voit pas s'attaquer mais le débat, Diarraï, c'est le respect des engagements. Lorsque les militaires ont pris le pouvoir, on peut bien, j'entends bien ce que vous dites, Diarraï, sur les raisons qui amènent les militaires à faire irruption dans le champ politique, donc à s'emparer du pouvoir. C'est une chose. Une autre chose est de respecter les engagements. Et lorsqu'on s'est engagé sur un délai de 2 ans, de 3 ans, donc le défi qui se pose à ces militaires au pouvoir, c'est vraiment de respecter leur parole d'honneur. Absolument. Parce que c'est une parole d'honneur à la fois pour les peuples qu'ils gouvernent, mais aussi pour l'Afrique, le monde entier. Absolument d'accord avec le respect des engagements de part et d'autre, que ce soit les putschistes ou que ce soit des présidents démocratiquement élus. Il y a question de respecter les engagements. Non, mais je vois bien que tu déplaces le débat, Diarraï. Je ne déplace pas le débat. Je ne déplace pas le débat. Je ne déplace pas le débat. Si vous vous retrouvez pour justement parler des questions concernant des coups d'État à répétition dans la sous-région, je me dis que vous avez oublié ou vous avez mis en touche une question essentielle, celle concernant les présidents qui souhaitent s'éterniser au pouvoir. Ça va de pair. Pour s'attaquer à l'autre, en fait, je pense que c'est la répercussion directe des actes posés d'un côté qui occasionnent ces coups d'État. Donc il faut justement poser cette question. Qu'est-ce que tu penses de cette mise en garde de Mama Faki? C'est non-effet. Mais comment ça, Diarraï? Mais quand il dit que les militaires au pouvoir ne doivent pas se présenter aux élections. Oui, mais ils peuvent le dire. Il a raison ou pas? Il a raison, justement. Mais qu'est-ce qu'il faut pour empêcher cela? C'est cela qu'il faut résoudre d'abord. C'est cela qu'il faut résoudre. Sinon, nous allons rester dans des annonces, dans les annonces fallacieuses, et après ça va se limiter à ça. Voilà. Allez, c'est comme ça qu'on l'aime dans cette émission. Allez-y. Diarraï, nos républiques ne sont pas des camps militaires. Le militaire est fait pour les camps, pour le front, pour les frontières et pour la sécurité. Quand un militaire prend goût du pouvoir, il devient ventripotent, il est sous les climatiseurs, il a le goût de luxe, il va plus sécuriser. Et il va vouloir garder le pouvoir au lieu de garder le pays. Ces régimes transitoires militaires doivent juste accomplir leur mission de transition. Et partir. Mais tu ne veux pas venir balayer la maison et devenir ordure comme l'a été mais qui est-ce qui leur ouvre des brèches? Qui est-ce qui leur ouvre des brèches? C'est la question qu'il faille se poser. Diarraï, je ne suis pas en train de légaliser les coups d'État en Afrique. Mais c'est tout comme, Diarraï, sincèrement. Quand je t'entends ce matin, c'est tout comme. Non, je ne suis pas mais si, je ne suis pas en train de légaliser les coups d'État. Mais Diarraï est en train de légitimer les coups d'État. Démocratiquement élus ne sont pas suffisamment responsables. Je suis désolé, ma chère. Nous condamnons tous les coups d'État, militaires ou civils. Mais il faut qu'il y ait des mises en garde. L'Union africaine et la CEDEAO sont en train de prendre une position très importante puisque le monde entier suit l'Afrique, suit la CEDEAO. Et à partir de ces engagements, on comprend que l'Afrique veut avancer d'un pas. Après ces coups d'État militaires, on va régler ce qu'on appelle les coups d'État civils. Déjà, c'est une leçon. Mais si vous prenez le cas, par exemple, du Burkina, mais le coup d'État au Burkina, ce n'est pas par rapport au changement de la constitution, c'est des questions sécuritaires. Est-ce que cela a amélioré après 2 coups d'État? Au Mali, est-ce que Goïta a pu reconquérir le territoire perdu? Les raisons de coups d'État dans ces pays, aujourd'hui, ne se justifient pas de confiscation de pouvoir.
qui gère les transitions, qui s'en aillent, qu'on laisse le pays, en tout cas au cadre, les politiciens ou autres citoyens, mais le militaire n'est pas fait pour diriger une république. Le militaire, c'est local. Voilà, il faut rectifier le tir et donc retourner dans les casernes. Allez-y. Car je regarde là une étude publiée récemment par le PNUD intitulée Soldats et citoyens, coup d'état militaire et le besoin d'un renouveau démocratique en Afrique. Cette étude révèle qu'en de 2021 en 2022, vous avez eu 6 coups d'état, dont 3 avortés. Ils appellent ça le changement anticonstitutionnel de gouvernement, donc les GAC. Et l'étude révèle donc qu'il y a un lien entre ces changements anticonstitutionnels de gouvernement et l'instabilité en Afrique. Il n'y a pas de raison valable pour que les militaires restent éternellement au pouvoir. Vous savez, il y a un souci, je vais vous dire. Moi, je pense que le rempart à ces coups d'État et à ces militaires qui veulent rester éternellement au pouvoir et de légitimer cette accession, ces formes dégradées d'accession au pouvoir, c'est à l'interne. Vous voyez tout à l'heure faire allusion au fait que les militaires promettent chaque fois que quand ils arrivent au pouvoir, ils ne resteront pas. C'est en fait cet engagement-là que les citoyens à l'intérieur des pays et croient. Donc, aller à l'encontre de ceci, je pense que ce n'est même pas Tinibou. Les contestations et la remise en cause systématique de ces gouvernements, de ces changements anticonstitutionnels de gouvernement qui veulent s'éterniser dans nos pays, les paradigmes dont on parle tout à l'heure, comment je l'ai dit, Diarraï, le rempart c'est à l'intérieur. Je vous dis. C'est-à-dire que la légitimité... Donc vous ne croyez pas du tout à cette force cinétique de la CEDEAO, cette force anti-putsch? Non mais sa mise en œuvre va être compliquée parce que ça demande des moyens. Vous voyez, c'est des mécanismes qui prennent du temps pour se mettre en place. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que moi je pense que ce qui doit être pris en compte. Il y a 3 contextes aujourd'hui, 3 coups d'État, 3 pays en transition qui n'ont pas les mêmes réalités. On peut banalement se permettre au Mali de penser qu'on peut manipuler l'opinion en brandissant le défi sécuritaire. Le défi sécuritaire, mais je pense au nord ou peut-être même au Burkina, en Guinée, je ne pense pas. Je crois que ceux qui veulent amener le président Mamadi dans ça, ils ne lui feront pas un service. Ils ne lui feront pas un bon service. Le colonel Mamadi va s'engager. En fait, moi je crois que le fait même de ne pas discuter, de ne pas faire apparaître cette question dans le débat, c'est fuir le débat. Bien. Aujourd'hui... Je n'ai plus que 2 minutes avant de donner la parole à l'invité. Oui. J'ai envie de dire qu'il faut oser poser le débat, que des militaires dans ces 3 pays veulent continuer à diriger. Ils veulent passer par des mécanismes pour rester au pouvoir. Pour le cas de la Guinée, moi je conseille au colonel Mamadi de laisser. En 2020, je me rappelle, lorsque le président Alpha Condé... Vous le conseillez quoi? De ne pas aller sur ce chemin-là. Il ne faut même pas y penser. Il ne faut pas y penser que Goïta s'en permette. Mais certains turiféraires du régime invoquent les réalisations, les travaux herculiens. Mais attendez quand même, les travaux herculiens, tous les axes. Mais non, mais attendez. Ce qu'on va faire, on va revenir. Goïta au Mali, il n'est pas question que ces 3 militaires-là, en tout cas dans l'espace ouest africain, puissent être candidats aux prochaines élections présidentielles. Pas de Doumbouya, pas de Goïta, pas de Traoré. Ils organisent les élections, ils s'en vont laisser le pouvoir aux civils. Parce que, à mon avis, si le président Alpha Condé avait respecté ses engagements, il avait été ce démocrate qu'on avait espéré avoir à la tête du pays, on ne serait pas allé à un 3e mandat pour nous retrouver dans cette situation. Le président Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir pour rectifier tout ça, pour mettre en place les bases. Là, les gars, aujourd'hui, on ne peut pas, laissez une minute accepter pour aucun militaire. Laissez une minute. C'est ce que je veux dire. Laissez une minute à Basseko. Goïta n'a pas d'excuse. Personne de ces politiques n'a aucune excuse pour être... Aboubacar, si ça passe au Mali, mais laisse-moi parler, s'il te plaît, Nicole. Oui, mais parce que je n'ai qu'une minute. C'est une logique dans ce que Talibé dit. Je voulais dire à la suite de Talibé que vous savez, la façon dont la Guinée exprime, si vous voulez, sa volonté de se faire respecter vis-à-vis des organisations sous-régionales, à un moment donné, c'est au peuple de se faire respecter par ses dirigeants. Voilà pourquoi j'ai parlé de peuple apathique. Bien. Donc,
justement, au moment venu, c'est à ces peuples-là de prendre leur destin en main quand ces messieurs ne respecteront pas leurs paroles. Oui, mais il peut arriver aussi que des peuples, parce que je vois ce scénario-là arriver au Mali, que des peuples, en tout cas, soutiennent la candidature au Mali. Ça peut se passer. Mais je vous assure, ça peut arriver qu'au Mali, que le peuple malien, qui a resserré les rangs derrière Goïta, lui demande de continuer. Je vais vous dire, vous avez parlé de peuple. Si le peuple, non mais je vous assure, si le peuple décide de prendre son destin en main en décidant que celui qui a fait le coup d'État est sur la bonne voie et qu'il faille le laisser continuer. Mais c'est le même peuple. Allez, on va vous dire que ça passe au Mali. Film FM. Mirador, la plus grande. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, finalement, toutes nos excuses à vous, parce que notre dossier d'enquête est consacré à Fria, à l'usine Roussal Friga, qui a du mal à passer. Finalement, c'est remis pour demain. Dans un instant, la parole à M. Sayon Dambélé, il est le directeur général de l'ANIES. Depuis janvier 2022, cet éminent sociologue trône à la tête de l'Agence nationale d'insertion économique et sociale. ANIES, au nombre des opérateurs agissant contre la pauvreté, l'ANIES travaille à l'inclusion économique et sociale des personnes les plus pauvres et vulnérables par le truchement du projet NAFA, dont la mise en œuvre culmine à hauteur de 70% avec à la clé un peu plus d'une demi-douzaine d'activités entièrement réalisées. L'agence a travaillé à la préparation du financement du guichet choc alimentaire, bénéficiant par ailleurs d'un financement d'urgence de 25 millions de dollars ainsi que d'un financement additionnel de 80 millions de dollars accordé à la Guinée dans le but de stabiliser et renforcer son système de protection sociale. À quoi serviront ces fonds mobilisés et pour quelle vision globale à l'ANIES? Concrètement, que peut-on mettre à l'actif de la nouvelle gouvernance au sein de l'ANIES? Des questions et d'autres que nous allons adresser ici et maintenant à notre invité précis du jour. Film FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe.